Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission et très heureuse de vous retrouver pour un grand entretien avec RFI et le journal Le Monde. Direction aujourd'hui l'Amérique centrale et l'Amérique latine, avec cette actualité dans plusieurs pays. 6 mois d'insurrection au Nicaragua, des centaines de morts et des milliers de blessés. Au Mexique, une colonne humaine. 7000 personnes marchent en direction de la frontière avec les États-Unis, fuyant la pauvreté et les violences de leur pays, le Honduras. Enfin, le Brésil, aujourd'hui, qui s'offre à l'extrême droite avec le favori du deuxième tour ce dimanche de l'élection présidentielle, Jair Bolsonaro. Notre invitée connaît bien cette région. Elle est née au Nicaragua et milite depuis plus de 30 ans pour le respect des droits humains partout dans le monde. Elle est au niveau international souvent présentée comme l'une des militantes les plus efficaces de la planète. Bianca Jagger est sur ce plateau. Un petit document avant de la retrouver. Écoutez ce que dit Robert Badinter à son propos. Lui, l'ancien ministre de la Justice à l'origine de l'abolition de la peine de mort en France en 1981. Voici ses mots quand il parle de Bianca Jagger. C'est notre rubrique instantanée. J'ai rencontré peu d'êtres humains dans ma vie qui est à ce point-là une force de conviction dans les causes qu'elle soutient et dans l'expression que chez elle ces causes suscitent. Elle a surtout lutté intensément pour améliorer la condition des enfants et ce qui évidemment est essentiel à mes yeux pour lutter contre la peine de mort. Bonjour Bianca Jagger. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir accepté cette invitation. On vient d'entendre Robert Badinter qui vous rend hommage. Votre combat n'a pas de frontières, ni une seule cause. Vous avez, par exemple, permis à une prisonnière d'être sauvée du couloir de la mort aux États-Unis. Mais vous vous êtes aussi engagé en Bosnie pour dénoncer les massacres de Srebrenica, en militant pour une enquête au plus haut niveau, aux Nations Unies. Vous avez passé des mois en Bosnie pour dénoncer les viols de guerre, les viols massifs contre les femmes. Aujourd'hui, vous vous engagez contre le réchauffement climatique, pour le droit des peuples indigènes. Beaucoup de causes. Est-ce que vous ne dites pas parfois qu'en vous engageant pour un seul combat, ça pourrait être encore plus efficace? Tous ces combats ont quelque chose en commun. Ça veut dire c'est la justice. Et mon parcours dans la vie était vraiment de parler pour ceux qui n'avaient pas de voix. Et de dire que je veux simplement me limiter à parler d'une seule chose, c'est presque impossible. Je voudrais bien, c'est facile en ce moment. Je suis en train de me concentrer sur le Nicaragua. Mais je ne peux pas me concentrer sur le Nicaragua si je ne regarde pas ce qui se passe à Pittsburgh, ce qui s'est passé hier au Brésil, ou ce qui se passe à Honduras, et puis ce qui se passe pour les femmes autour du monde. Mais quelqu'un dirait, mais ce sont des choses qui n'ont pas des liens. C'est faux. Tout ça a du lien. C'est vraiment parce que... C'est la justice. C'est la justice. Alors avant de poursuivre cet entretien, un rappel avec Marie Vaillot et Anthony Krizik sur la situation au Nicaragua dont vous êtes originaire, Bianca Jagger. Vive le Nicaragua! Le Nicaragua sera libre! C'était il y a 2 semaines exactement, à Managua. Cette femme exige le départ du président Daniel Ortega, comme des dizaines de milliers de Nicaraguayens. Depuis 6 mois, les manifestations s'enchaînent et sont réprimées dans le sang. Une violence que vous ne cessez de dénoncer, vous, Bianca Jagger, née au Nicaragua et défenseur des droits humains. Daniel Ortega est peut-être pire que Somoza, parce que Daniel Ortega assassine des garçons et des filles désarmés. Pourtant, Daniel Ortega, c'est le guérillero socialiste. Héros de l'insurrection sandiniste et tombeur en 1979 de la dynastie des Somoza, une dictature que vous avez connue à l'adolescence. Mais les États-Unis imposent un blocus économique et arment les contre-révolutionnaires. Une guerre civile qui fait des dizaines de milliers de morts. Chassé par les urnes en 1990, Daniel Ortega retrouve le fauteuil présidentiel en 2007 et tourne le dos à ses premiers combats. Dérive autoritaire, corruption, népotisme, avec sa femme vice-présidente, il est plus que jamais contesté, mais s'accroche au pouvoir par tous les moyens. Ils accusent à tort les étudiants, les paysans, les défenseurs des droits de l'homme, les travailleurs, les journalistes d'être des terroristes.
À ce jour, l'insurrection a fait plus de 300 morts et des milliers de blessés. Le Nicaragua n'est pas votre seul combat. Militante depuis plus de 30 ans, vous défendez les droits humains partout dans le monde. Loin de votre image d'ex-femme de rockstar et de muse. Un engagement récompensé en 2004 par le Nobel alternatif. Bianca Jagger, Alain Salle du journal Le Monde et Sophie Malibaud de RFI nous ont rejoints. Vous avez évoqué ce qui s'est passé hier à l'instant aux États-Unis, dans la synagogue à Pittsburgh. Une première question peut-être d'Alain Salle du Monde sur ce sujet. Oui, bonjour madame. C'est peut-être justement après cette attaque antisémite commise vraisemblablement par un suprémaciste blanc, le président Donald Trump a dit que peut-être la meilleure solution, ça serait de renforcer la peine de mort en raccourcissant notamment les délais d'utilisation de la peine suprême. Qu'est-ce que vous inspire cette solution? Vous savez, les présidents des États-Unis, M. Donald Trump, vraiment, à la place de regarder vraiment ce qui se passe aux États-Unis, pourquoi il y a de l'antisémitisme, pourquoi nous avons des cas comme celui-là, à la place d'y penser vraiment qu'il faut lutter contre la haine des religions, je ne sais pas si on est traduit comme ça en français, oui. À la place d'y penser qu'il faudrait vraiment les lois, introduire les lois vraiment pour gun control aux États-Unis. Le contrôle des armes. Oui, voilà. À la place de ça, tout ce qu'il peut penser, c'est à la peine de mort. De toute manière, on a déjà prouvé que la peine de mort n'est pas efficace. Donc, il y a tellement d'autres choses. Mais je dois vous dire que ce matin, je me suis levée et j'ai lu un article dans Haaretz, qui est un des journaux les plus prestigieux en Israël, que je suis toujours dans Twitter, et qui vraiment était une critique très sérieuse contre Donald Trump. Ça m'a beaucoup surpris, mais pas vraiment de ce journal, parce que c'est un journal qui essaie vraiment de faire des analyses très sérieuses, et c'est une analyse et une critique très sérieuse contre Donald Trump. Il semble que c'est l'attentat antisémite le plus meurtrier de toute l'histoire des États-Unis, ce qui s'est passé à Pittsburgh. Si vous voulez, on va continuer notre entretien sur la situation au Nicaragua, dont vous êtes originaire. Sophie, une question. Oui, vous avez la nationalité nicaraguayenne et vous étiez au Nicaragua au printemps dernier. La répression depuis ne s'est pas arrêtée. Déjà, est-ce que vous pensez être en mesure d'y retourner, parce que tout récemment, certains militants des droits de l'homme se sont vus interdire l'accès au territoire. Est-ce que vous pensez que vous pouvez y retourner et est-ce que vous pensez qu'un retour au dialogue est possible dans ce pays? Je suis nicaraguayenne et britannique aussi, et surtout européenne, en dehors du nicaraguayenne. Je dois dire j'ai des amis qui sont des défenseurs, qui ont des organisations qui ont dû fuir, que se trouvent aujourd'hui à Costa Rica. Il y a un autre qui a été arrêté récemment dans la frontière avec Costa Rica. Je ne crois pas, malheureusement. Je pense que si j'oserais revenir au Nicaragua, je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver. Je voudrais l'essayer de nouveau, mais personne peut être sûr d'être sauvé au Nicaragua, puisque Daniel Ortega, le président actuel. Voilà, Daniel Ortega, moi je ne l'appelle pas le président, excusez-moi, le dictateur Daniel Ortega, il met en prison, il tue les gens qui sont des oppositeurs, que ce soit les défenseurs des droits de l'homme, des étudiants, des paysans, des journalistes, peu importe ce que vous êtes. Il n'y a pas de limite dans l'horreur et ce qu'il peut faire contre ses ennemis ou ce qu'il considère être ses ennemis. Est-ce que vous faites une similitude entre ce qui se passe aujourd'hui avec Daniel Ortega et ce qui s'est passé pendant la dictature des Somoza, qui est resté 43 ans au pouvoir? Est-ce que pour vous, il y a quelque chose de commun dans ces deux régimes aujourd'hui? Il y a énormément de choses
en commun entre la dictature, ou la dynastie des Somoza et Daniel Ortega. La différence... Alors c'était lui qui s'est battu pour renverser. Voilà, c'est un des leaders qui s'est battu vraiment pour enlever cette dictature du Nicaragua. Et ce qui est extraordinaire, c'est de regarder la trajectoire de Daniel Ortega. Parce qu'il y a encore certaines personnes de la gauche qui pensent que c'est impossible. On ne peut pas croire que Daniel Ortega est devenu un dictateur sanguinaire. Mais je dois dire à ces personnes qui croient encore à Daniel Ortega, d'abord, Daniel Ortega, ce n'est pas un homme de la gauche. Quand il est revenu au pouvoir, il a fait des pactes avec les segments de la société nicaraguayenne les plus corrompus. Ça veut dire avec un ancien président qui était en prison, qui s'appelait Monsieur Aleman. Et c'est à cause de ça qu'il a réussi à avoir du contrôle au sein du Congrès nicaraguayen et qu'il a pu changer la Constitution pour pouvoir rester au pouvoir et démanteler les institutions légales. Daniel Ortega est pire, d'une certaine manière, que Somoza. Puisque Somoza, c'est vrai que c'était un dictateur terrible, c'est la raison pour laquelle je suis venue étudier en France et que j'ai demandé une bourse du gouvernement français pour étudier Sciences Po. Mais Daniel Ortega, il tue les enfants. Sa grande campagne, c'est contre les étudiants, contre les petits-enfants, contre ceux qui sont désarmés. Somoza, il y avait une révolution au Nicaragua. Il y avait des gens qui se battaient avec une armée, voilà. Mais aujourd'hui, les Nicaraguayens ont fait, ils sont décidés, j'espère qu'ils continueront à le faire, à avoir un mouvement qui est pacifique. Mais vraiment, quand ces gens-là sortent à chaque fois pour faire des démonstrations, pour dire qu'ils veulent que tous les prisonniers politiques soient libérés, Daniel Ortega les tue. Il tue les gens parce qu'ils portent les drapeaux bleus et blancs du Nicaragua. Qu'est-ce qui pourrait déboucher sur une solution? Quel est l'acteur qui pourrait aider? Est-ce qu'il faut voir du côté des églises, par exemple? L'Église a joué un rôle très très important au Nicaragua. Et l'Église aujourd'hui, c'est très différent de l'Église avec laquelle il avait fait un pacte, avec les cardinals Obando et Bravo. L'Église aujourd'hui qui a été instrumentale pour qu'on ait un dialogue national. C'est un instrument pour le dialogue. Voilà, et que Daniel Ortega a trahi d'ailleurs. Aujourd'hui, il fait une campagne contre tous les obispes et en particulier contre une personne qui est un homme extraordinaire, qui est un homme très courageux, qui s'appelle Monseigneur Silvio Baez. C'est un évêque. Un évêque. Et il essaye ou qu'il parte du Nicaragua, ou alors le faire tuer par les paramilitaires. Et moi, je voudrais faire un appel à la communauté internationale, à l'Union européenne, aux Nations Unies, de faire tout pour les protéger. Mais c'est très difficile de protéger quelqu'un au Nicaragua, parce qu'il met tout le monde à la porte. Il a fait partir les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies récemment, et il vient de sortir aussi, de ne pas permettre l'entrée au Nicaragua d'une autre organisation qui venait il y a 2 jours. Donc, vous voyez, c'est quand on dit quelle est la solution. Je ne sais pas quelle est la solution, mais en tout cas, j'ai fait le tour pour parler avec les membres du gouvernement pour leur demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour faire des sanctions contre Daniel Ortega. Je ne pensais jamais que j'allais être quelqu'un qui allait faire du lobbying pour des sanctions. Mais vous savez, il prend l'argent pour payer ses paramilitaires. Il faut que nous lui coupons les fonds qui lui permettent de faire ça. Comment vous expliquez que pour l'instant, il y ait assez peu de réactions finalement par rapport à la situation dans ce pays? Il y a de plus en plus de réactions. Ça veut dire l'Union européenne, d'abord, il commence vraiment à y penser qu'est-ce qu'il peut faire. Il n'y a pas énormément de choses qu'il peut faire. Les États-Unis, avec l'ambassadrice Nikki Haley, qui l'a introduit au Conseil de sécurité, même si on n'a pas eu un vote, c'était très important. Les États-Unis, ils essayent de le faire
ils n'ont pas l'intention de faire une invasion contre le Nicaragua. C'est clair, ça. Parce que lui, Daniel Ortega, veut faire croire Oui, il dit que les États-Unis respectent la souveraineté nationale du Nicaragua. Mais c'est faux. Je suis la première qui s'est opposée à la guerre des contrats. Des contrats. C'est le groupe qui était soutenu par les États-Unis dans les années 80. Voilà, donc et qui luttait contre je ne donnerai pas mon appui à aucune intervention étrangère au Nicaragua ou ailleurs, quoi que ce soit. Donc, eux, ils font des choses très... avec beaucoup de caution, si on peut dire. Je ne sais pas si caution, c'est français. Oui. Mais il y a eu une introduction au Congrès d'une loi qui est très importante pour appliquer le Magnitsky Act au Nicaragua, aux membres du gouvernement qui sont en train ou qui font partie des crimes contre l'humanité. Il faut rappeler que cette loi dont vous parlez, c'est en fait l'attribution d'aide, etc., qui est assujettie à plus de transparence et du Nicaragua et à l'arrêt de certaines pratiques. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des aides financières qui ne peuvent être octroyées que si le Nicaragua respecte certaines choses. Et je dois dire que la Magnitsky Act est une des choses les plus efficaces contre les dictateurs qui étaient introduits au sujet en Russie et qui peu à peu commence à être introduit dans d'autres pays, qui n'est pas seulement une sanction financière, mais qui est une sanction pour qu'ils ne puissent pas voyager dans ces pays. Et ça, je pense que sera très important pour l'armée du Nicaragua, parce que eux, ils investissent leur argent aux États-Unis et en Europe. Mais qui peut faire vraiment pression contre Daniel Ortega en dehors des États-Unis? Parce que finalement, les pressions venant des États-Unis, c'est utilisé par Ortega, disant c'est de la propagande capitaliste ou je ne sais quoi. Il y a les pays de l'Amérique latine. Déjà, il y a eu un vote au sein de la OEA, des organisations des États américains, dans lesquels 21 pays ont voté contre Daniel Ortega. Ils ont demandé qu'il y ait une commission qui aille au Nicaragua. Ils ne la laissent pas rentrer. Et ça, c'est très important parce que même Somoza avait laissé rentrer, dans des conditions similaires, la délégation de l'OEA. Il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne, il y a le monde entier au sein du Conseil des Nations Unies. Et les Chinois, les Russes sont quand même un appui pour Ortega. Voilà, les Chinois ont beaucoup investi au Nicaragua. C'est pas clair, parce que ces projets du Grand Canal au Nicaragua, c'était une compagnie mystérieuse chinoise. Mais on n'a jamais vu vraiment la main des Chinoises derrière. Ça veut dire que Daniel Ortega a toujours joué entre Taïwan et la Chine. Et je crois, et récemment, il vient de dire que Taïwan lui a donné de l'aide économique, mais ils ont démenti ça. Donc, dans ce cadre-là, je ne crois pas que la Chine vraiment soit tellement intéressée à être liée au Nicaragua. Par rapport à la Russie, absolument. Il y a Poutine qui était au Nicaragua. Il y a Poutine qui a vendu des armements au Nicaragua qu'on emploie aujourd'hui par la police, par les paramilitaires et par l'armée. Vous avez évoqué ceux qui manifestent aujourd'hui, les étudiants, les paysans, mais la révolte elle est aussi portée par la voix des femmes au Nicaragua. Il y a cette campagne qui est menée sur les réseaux sociaux avec le hashtag Soy Pico Rojo, ça veut dire je suis un bec rouge. Cette campagne qui demande la libération de près de 500 opposants politiques. On écoute Marlène Shaw, cette sociologue, journaliste et militante féministe qui est à l'origine de ce mouvement de protestation. Quand ils m'ont demandé à quelle organisation vous appartenez, moi j'avais un rouge à lèvres et je l'avais donné à toutes les femmes pour qu'elles se maquillent. Et donc on est toutes là avec nos lèvres bien rouges sous le soleil, il faisait très chaud. Et quand ils m'ont interrogée, je n'ai pas bien compris pourquoi. J'ai dit que j'appartenais à l'association des femmes nicaraguayennes du bec rouge.
Y entonces ese tipo de reacciones les mueve el piso. Et ce type de réaction, ça les perturbe, car ils ont l'habitude que les gens s'écrasent et leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Est-ce que les féministes sont très impliquées dans cette lutte aujourd'hui contre Daniel Ortega? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu cette loi en 2006 contre l'avortement, hein? Je rappelle que l'avortement était autorisé au Nicaragua sur l'avortement thérapeutique, hein, depuis 1837. Et le président et sa femme sont très opposés à toute forme d'avortement, et même quand la vie de la mère est en danger, ou même quand il y a eu un viol. Est-ce que c'est pour cela aussi que donc aujourd'hui que les féministes s'engagent contre Daniel Ortega? Je ne crois pas que ce soit la seule raison. Daniel Ortega a trahi les femmes quand il a fait un pacte avec l'ancien cardinal Obando y Bravo, qui était le visage de la Contra. Vous voyez, et qui après il a fait du campagne avec Daniel Ortega pendant les élections. Et ça, c'était une trahison tellement importante, parce que non seulement il a introduit l'avortement, mais l'avortement dans les cas de viol. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison, même si la vie de la mère est en danger, dans lesquelles on puisse employer l'avortement. Et comme vous savez, l'avortement est simplement, les femmes qui sont punies sont les femmes les plus pauvres, parce que les femmes riches, ils vont à Miami pour le faire. Mais je dois revenir aussi que Daniel Ortega, tout de suite, après la Révolution, dans lesquelles les femmes avaient lutté avec, il a commencé à enlever tous les droits qu'ils avaient gagnés pendant cette période. Et je dois vous dire, par rapport à cette femme extraordinaire qui a dit qu'elle faisait partie de l'organisation des Becs Rouges, moi, tout de suite, j'ai mis une photo dans toutes les années de ma vie, dans différentes périodes de ma vie, dans lesquelles j'avais employé du rouge à lèvres. Mais il y a eu des hommes, il y a eu tout le monde. Oui, parce que voilà, les hommes mettent aujourd'hui ils ont mis du rouge. Donc, mais les femmes ont été braves, les femmes ont été courageuses, les femmes sont sorties. Il y a des femmes qui sont enceintes, qui ont perdu les enfants. Il y a des femmes qui ont du cancer. Il y a 41 personnes qui sont malades gravement dans les prisons au Nicaragua, qui on ne leur permet même pas de voir un docteur. C'est terrible ce qui se passe au Nicaragua. Il y a de la torture, des tortures insupportables, des tortures que moi, qui étais en Bosnie, que moi qui étais en Irak, que moi qui étais au Guatemala et El Salvador, je ne peux pas croire qu'on a ça au Nicaragua aujourd'hui. En parlant d'une femme qui est aussi très connue au Nicaragua, c'est l'épouse du président Ortega, donc Rosario Murillo. Quel est son rôle à cette femme? Parce qu'elle est devenue vice-présidente et elle montrait ça comme une avancée pour les femmes. Pour moi, comment vous décrivez ce personnage? Oui. Rosario Murillo, c'est une femme qui devait avoir de la honte, parce que sa fille a été violée par Daniel Ortega. Et elle a fait des confessions dans lesquelles elle a dit qu'il a commencé à aller faire des avancements à l'âge de 11 ans. Mais Rosario Murillo a pris les partis de son mari en défendant légalement Daniel Ortega. Et c'est la raison, je crois, et que nous croyons, la plupart des Nicaraguayens croyons que c'est la raison, c'est les paiements, c'est les prix pour elle aujourd'hui d'être vice-président. Elle est très en charge avec lui. Je ne dirais pas qu'elle est en charge parce qu'on essaie toujours d'accuser les femmes. C'est les deux. Les deux sont coupables. C'est une femme très intelligente. C'est une femme qui est très... Elle a un côté mystique aussi? Non, je ne dirais pas mystique. C'est une femme folle, en fait, avec ses idées et qu'elle met toutes les journées dans la radio. Elle parle toute la journée, tous les jours à la radio pour essayer de faire influencer la population nicaraguayenne. Et donc, beaucoup de gens vraiment ne l'aiment pas et la condamnent. Et en tant que femme, elle devrait avoir honte. Comment est-ce possible qu'elle n'a pas protégé sa fille et qu'elle n'a pas dénoncé cet homme qui a violé sa fille?
Ce qui fait qu'on parle beaucoup de népotisme dans le cadre de la succession d'Ortega, et au fond, comment on est passé du sandinisme révolutionnaire à ce népotisme. Mais comment on peut expliquer ça? Écoutez, d'abord, je dois que c'est très important que nous ne confondons pas les sandinismes avec l'ortéguisme. Parce qu'il y a beaucoup des militants, il y a beaucoup de commandants qui ont lutté dans la guerre, qui sont aujourd'hui en prison. Ça veut dire... Pour rappeler pour nos téléspectateurs et auditeurs, le sandinisme, c'était ces idéaux de partage de pouvoir, de justice sociale, de souveraineté nationale. C'est eux qui ont donc combattu contre la dictature de Somoza. Voilà. Et donc la question d'Alain, c'est comment on a pu arriver à une telle dérive aujourd'hui? Les pouvoirs, l'ambition, ça veut dire on a vu beaucoup des leaders que nous croyions qui étaient des leaders de la gauche aussi, qui sont devenus des dictateurs. Voilà, pour moi, en tant que personne qui a cru à ces mouvements de libération en Amérique latine, qui suis libérale, que j'ai des idées progressistes, pour moi, ça a été difficile. D'abord, je dois dire que je savais déjà Daniel Ortega du jour que je sus ce qu'il avait fait à sa belle-fille. Pour moi, c'était fini. Mais nous avons dû accepter ce qui se passe au Venezuela, ce qui s'est passé à Cuba. Vous savez, c'est pas facile. Mais moi, ce que je peux dire, et je le dis dans une conférence que je fais aux États-Unis, je fais un bilan de comment Daniel Ortega est devenu de ces leaders de la révolution à ces dictateurs qu'il est aujourd'hui. D'abord, quand il a perdu les élections en 1980, quand il est revenu au pouvoir en 207, en 1990. Voilà, en 207, il a fait 3 choses très importantes. Une, il a fait un pacte avec les partis les plus corrompus et les plus de droite au Nicaragua. Et il y avait l'ancien président Alemán qui était en prison à ce moment-là. Il a fait de fait qu'il soit sorti pour que lui, il puisse avoir contrôle de l'Assemblée nationale au Nicaragua. 2, il a fait un pacte avec les familles les plus riches, les 3 familles les plus riches, et avec les secteurs privés. Il leur a donné des avantages, des taxes que même les républicains aux États-Unis auraient honte. Et il a fait aussi un pacte avec l'ancien, qu'il est décédé déjà, le cardinal Obando y Bravo, et il a introduit cette loi contre l'avortement. Donc, à partir de ce moment, il a commencé à démanteler toutes les institutions légales au Nicaragua, jusqu'à où nous sommes aujourd'hui, où il est devenu ce dictateur qui peut être président en vie. Parce que pourtant, pendant un certain temps, les institutions internationales comme le FMI lui ont fait des couronnes de laurier, l'ont félicité pour ce qu'il faisait sur le plan économique. Donc est-ce qu'il y a eu un aveuglement de la part de ces institutions pour que le pays soit arrivé dans cet état? Vous savez, c'était les secteurs privés et ces 3 familles les plus riches qui ont à répondre de ce qui Daniel Ortega est devenu. Parce que pour eux, leurs bénéfices financiers étaient plus importants que de regarder ce que Daniel Ortega était en train de faire. Et aussi beaucoup d'institutions qui ont cru vraiment que parce qu'il y avait la stabilité au Nicaragua, parce qu'il y avait une économie beaucoup mieux que dans d'autres pays en Amérique centrale, donc on pouvait croire vraiment qu'il y avait une semblance de démocratie. Mais nous savons très bien que toutes ces élections étaient fraudulentes. Frauduleuse. Madame Jagger, vous parlez beaucoup de corruption. Aujourd'hui, le Nicaragua est le pays le plus pauvre d'Amérique centrale. Je voudrais que l'on écoute ce que disait l'ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley. Elle fait un parallèle entre le Venezuela et de Nicolás Maduro et le Nicaragua de Daniel Ortega. On l'écoute. Daniel Ortega a adopté la tactique du dictateur auquel il prétendait s'opposer autrefois. Et cela ne nous surprend pas, car Daniel Ortega et Nicolás Maduro font partie de la même classe politique corrompue. Ils ont adhéré à la même idéologie, vouée à l'échec. Ce sont tous les deux des dictateurs qui vivent dans la peur de leur propre peuple.
Alors, à propos de ce parallèle qui est fait avec le Venezuela et la responsabilité, en fait, aussi du Venezuela dans ce qui est devenu le Nicaragua. Oui, parce que le Venezuela de Chavez a longtemps financé le régime d'Ortega. Est-ce qu'aujourd'hui, quel va être l'impact du fait que le Venezuela soit aujourd'hui un pays en perdition totale? Est-ce que du coup, ça ne va pas provoquer l'isolement d'Ortega? D'abord, c'est qu'il n'a pas, il n'a plus l'aide économique financière du Venezuela. Il y a beaucoup de parallèles entre les choses qui se font par Maduro et les choses que Ortega fait au Nicaragua. C'est très important de regarder. Et j'ai rencontré l'ambassadrice Nikki Haley et je dois dire, je l'ai remerciée pour ce qu'elle a fait au sujet du Nicaragua. Parce que vraiment, elle a fait quelque chose, presque un président, de l'amener au sein du Security Council, du Conseil de sécurité. Et puis, il y a... Et donc, les Nicaraguayens, nous nous sentons reconnaissants des choses qu'elle a fait. Voilà. Et je dois dire que oui, c'est pour ça qu'on a besoin des sanctions contre Daniel Ortega, parce qu'il n'y a plus de l'aide du Venezuela. Et l'aide qu'il a reçue du pétrole vénézuélien a fait que Daniel Ortega est devenu un homme très riche et qu'il a pu acheter tous ces moyens dans la radio et la télévision pour avoir contrôle sur l'information que les Nicaraguayens avions pendant des années. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que ces sanctions, justement, comme ça s'est passé dans le cas de Maduro au Venezuela, finalement le renforcent en désignant un ennemi qui est l'ennemi américain? Ça veut dire que les sanctions que le Congrès va introduire, que les sénateurs Menendez et d'autres sénateurs, et en particulier il y a un sénateur qui s'appelle sénateur Leahy, qui a regardé aux sanctions pour essayer de voir qu'il n'y avait pas des sanctions qui créeraient des dommages du mal humanitaire aux Nicaraguayens. C'est possible de faire le tri? C'est difficile, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous n'avons pas d'armes. Daniel Ortega ne veut pas partir. Il ne veut pas écouter la OEA, l'Organisation des États américains. Il ne veut pas permettre les organisations de droits de l'homme internationales de venir au Nicaragua. Que peut-on faire encore? Il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, les sanctions et la Magnitsky Act sont une des rares choses que nous pouvons faire contre lui. Alors, on voit, vous êtes favorable à ces sanctions, mais les États-Unis aussi, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est la suspension de la protection temporaire des Nicaraguayens sans papier et qui peuvent donc maintenant être expulsés des États-Unis. C'est la baisse drastique de l'aide que les États-Unis apportaient à ce pays, réduit pratiquement à néant. Quel rôle jouent aujourd'hui vraiment les États-Unis en Amérique centrale et au Nicaragua, parce que cette politique, elle n'est pas seulement à destination du Nicaragua. D'abord, ce que j'ai trouvé, c'est que la politique parmi les gouvernements, c'est pas homogène. Ça veut dire vous trouvez des gens dans les départements d'État et dans d'autres sections du gouvernement qui ne pensent pas nécessairement de la même manière comme le président. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'espère que Nikki Haley, malheureusement, elle part en décembre, que l'influence d'elle pourrait faire qu'on aurait une politique plus favorable aux Nicaraguayens qui essayent de venir aux États-Unis. En ce moment, les Nicaraguayens, ils vont à Costa Rica. Il y a au moins entre 25 000 et 30 000 personnes qui sont réfugiées. Et le Costa Rica a été très généreuse, mais c'est un petit pays qui a besoin de l'aide. Et 25 000 personnes aux 30 000 personnes sont énormes. Voilà. Et vous pensez que des élections anticipées, c'est quelque chose de possible ou bien Ortega va bloquer jusqu'à la fin ce type de solution? Le secrétaire général de la OEA, qui s'appelle Luis Almagro, a fait une déclaration, je crois, hier, en disant qu'il ne voit plus des moyens dans lesquels il ne pourrait pas avoir des élections avancées au Nicaragua. Ça veut dire que lui, il a tout essayé
Et Daniel Ortega ne veut rien savoir. Moi, je sais qu'il y a un effort de l'étranger qui essaye de pousser l'Église catholique dans les dialogues nationaux, mais moi, je leur dis à ces personnes qui le font, faites attention. Les Nicaraguayens, nous n'accepterons pas qu'on enlève l'Église catholique et qu'on la mette de côté. Nous voulons l'Église catholique d'être vraiment dans quoi que ce soit, dans aucun de dialogue national qui aura place au Nicaragua. Est-ce que je crois que Daniel Ortega est prêt à faire avancer les élections? Est-ce que je crois que Daniel Ortega est prêt à laisser les pouvoirs? Malheureusement, non. Donc, ça c'est pour le Nicaragua, mais en Amérique centrale, il y a aujourd'hui, on en a beaucoup parlé dans les médias ces derniers jours, cette marche partie du Honduras, cette caravane de 7000 personnes, il y a 1500 enfants parmi eux qui marchent en direction de la frontière des États-Unis. Ils ont quitté le Honduras, où il y a une extrême pauvreté, une extrême violence. Comment vous regardez cette actualité, cette marche, Bianca Jagger? J'ai envie de pleurer quand je pense à ces gens-là. De croire qu'ils pensent, de croire qu'ils ont l'espoir que les États-Unis vont leur ouvrir leurs portes, et va leur donner accès, et va leur donner l'opportunité d'avoir une entrée aux États-Unis. Parce qu'il y a la terre promise qui est les États-Unis. Mais il n'y a pas de terre promise aujourd'hui avec M. Donald Trump. Et donc, ça me fait mal au cœur d'y penser ce qui se passe, parce que ces gens-là, ils fuient. Ils fuient ce qui se passe à Honduras. Ils fuient ce qui se passe... Il n'y a pas beaucoup de Nicaraguayens qui sont là. Ils fuient ce qui se passe à Guatemala. Ils savent ce qui se passe au Mexique. Et voilà. Et donc... est-ce qu'on va leur ouvrir la porte? Je ne le crois pas. Il a envoyé 800 militaires supplémentaires, Donald Trump, à la frontière. Je ne crois pas. J'espère qu'il n'y aura pas de victimes, parce que c'est ce qui pourrait se passer, et ça serait terrible. Ils étaient 7000, ils sont plus que 4000, je crois, maintenant. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire demi-tour, ou ils vont rester bloqués? Finalement, le président mexicain leur a offert l'asile, éventuellement. Comment est-ce que ça peut se terminer? Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'espoir. J'espère que le président mexicain va les aider d'une certaine manière. Mais même au Mexique, parce que là, parmi ces gens-là, il y a des Mexicains aussi. Donc, nous avons des crises en Amérique latine, nous avons des crises terribles en Amérique du Sud. Il y a toutes les gens qui fuient le Venezuela, il y a des gens qui fuient le Nicaragua, il y a des gens qui fuient l'Honduras. Voilà, nous devons trouver des solutions pour ces pays. Mais je ne crois pas nécessairement que la solution, que de 7000 personnes, qu'ils aillent à la frontière des États-Unis, parce que je ne crois pas que Donald Trump va ouvrir leurs portes. Alors, en parlant justement de ces crises en Amérique latine, il y en a peut-être une qui est en train de poindre aujourd'hui, qui avec l'élection probable du candidat d'extrême droite au Brésil, Jair Bolsonaro. Que vous inspire comme ça, cette élection à laquelle personne ne croyait, au fond, il y a 3 mois, qu'un pays qui a connu une dictature militaire assez forte donne le pouvoir à quelqu'un qui en a la nostalgie. L'élection de Jair Bolsonaro, pour moi, c'est l'horreur. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en commun, comme lui le dit, avec Donald Trump. Ça veut dire, dans un pays qui a une histoire tellement terrible dans les passés, de penser qu'aujourd'hui, il puisse élire cet homme. Comment est-ce que c'est possible? Mais vous croyez qu'ils vont faire une telle erreur au Brésil, dans lequel il y a une persécution des Indiens, où il y a vraiment... il y a peu qu'on croit des Lula. Voilà, l'ancien président du Parti des travailleurs. Voilà. La situation au Brésil était complètement différente au moment des Lula. Oui, mais qui est en prison aujourd'hui pour l'accuse corruption, de corruption, mais
quand on regarde de quoi on l'accuse et on regarde la corruption qui existe parmi les membres, certains membres du Congrès au Brésil, vraiment, il faut y penser 2 fois. Mais Bolsonaro, Madame Jagger, Bolsonaro, lui, je ne sais pas si on peut faire un catalogue des horreurs qu'il a dit sur les femmes, que certaines ne méritaient pas d'être violées parce que trop moches, concernant les homosexuels, concernant les Noirs. Vous qui êtes militante des droits humains, comment on combat un homme qui porte cette voix? Mais je suis restée sans parole en voyant les choses qu'il a dit et de penser que les gens au Brésil pourraient élire quelqu'un comme ça. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'est-ce qui va être le futur du Brésil avec un tel président? Bianca Jagger, d'un autre côté, est-ce que vous réalisez que les Brésiliens ont vécu aussi des années de violence inouïe? On parle de 64 000 morts au Brésil l'an dernier, alors que ce n'est pas un pays en guerre. Donc, beaucoup d'experts, sans justifier Bolsonaro, expliquent que ce n'est pas pour Bolsonaro que les gens se prononcent, mais c'est contre ce qui a permis de s'instaurer cette violence au quotidien. Entre toute la classe politique, en fait. Et lui explique que c'est lui qui va ramener l'ordre. Certains se laissent séduire par ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la situation se soit dégradée à ce point-là dans ce pays? Tout ce que nous avons fait, c'est de regarder l'Amérique. Comment est-ce que les Américains ont pu voter pour Donald Trump? Et ça nous donne nos... Excusez-moi. Je vous en prie. Comment est-ce qu'on appuie élire un président comme ça? Aux États-Unis. Ça nous donne à penser comment est-ce que les gens désespérés vont élire quelqu'un comme Bolsonaro. Vraiment, parce qu'ils sont sans espoir, parce qu'ils pensent que quelqu'un qui est en dehors du système va faire des changements, va changer leur vie, va améliorer leur vie, mais c'est complètement faux et c'est une erreur gravissime, non seulement pour les Brésiliens, mais pour toute l'Amérique latine. C'est un recul démocratique. Est-ce que vous pensez que les institutions démocratiques vont résister? Qu'est-ce que je pense? Je ne sais pas. Si je savais, ça veut dire comment on peut résister quelqu'un comme cet homme-là. Regardez les Philippines. Ce qui se passe en Philippines, il y a beaucoup de choses en commun entre ces 2 hommes. Donc, je ne sais pas à quel point, et toutes les améliorations qui sont faites au sujet pour les Indiens, pour l'environnement, qui sont vos derniers combats voilà. En ce moment. Oui, et tout ça va être perdu. Déjà depuis que Lula est parti, ça a commencé à avoir un recul et on a perdu beaucoup de ces ganancias, of those gains. De ces avancées. Mais justement, Bolsonaro a très clairement dit qu'il risquait même de fusionner le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Vous êtes très mobilisé sur cette question. La forêt amazonienne est souvent présentée comme le poumon de la planète. On dit même qu'en 10 ans, on pourrait complètement raser cette forêt. Est-ce que vous êtes très inquiète, vous, sur ce qui peut se passer sur cette question? Je suis profondément inquiète. D'autant plus que moi aussi, je fais partie d'une organisation qui s'appelle The Bone Challenge, qui nous essayons de faire la restauration des 350 000 hectares des forêts qui ont été détruites partout dans le monde. Et donc, sûrement, mais ne regardons pas que seulement le Brésil. Parce que regardons ce qui se passe au monde aujourd'hui. Dans le monde. Parce que si nous voyons, c'était merveilleux que nous avons eu les Paris Agreement. Le pacte de Paris, là. Ouais, l'accord de Paris. L'accord de Paris. Paris sur nous avons vu le rapport qui a fait la IPCC, dans lequel ils ont dit vraiment que
tout ce que nous croyons, enfin je suis en train de dire plus ou moins, des pensées que nous allons rester sous 1,5 des réchauffements climatiques, 1,5 degré, voilà, nous sommes en train de nous mentir. Oui. Ça veut dire les leaders mondiaux sont en train de nous mentir en nous disant que vraiment tous ces pactes qu'ils ont faits, tous ces accords qu'ils ont faits vont maintenir la planète à cette limite. Au fait, déjà, nous avons un degré. Il nous manque que 5 degrés de plus 0, pour 5. que nous ayons, pour 1,05, pour que nous ayons des catastrophes, des réchauffements de la planète. Et nous sommes là tout près. Mais nous ne sommes pas en train de faire ce qu'il faut. Nous prétendons, ils prétendent qu'il faut ce qu'il faut. Mais réveillons-nous. Alors, nous arrivons presque au terme de cet entretien, Madame Jagger. Peut-être une dernière question plus personnelle. Vous êtes très agacée lorsque vous êtes présentée dans les médias comme l'ex-épouse de la rockstar Mick Jagger. Vous avez gardé son nom parce que vous dites que c'est la tradition en Amérique latine, tant qu'on n'est pas remarié. Être encore présentée comme l'ex-femme d'eux, qu'est-ce que cela dit, selon vous, de notre époque? Ça veut dire que même les femmes dans les médias sont victimes de ce système dans lequel on réduit les femmes. On ne dit pas l'ex-mari d'un tel à un homme, on dit l'ex-femme de quelqu'un. Ça veut dire que peu importe que vous avez été une défenseur des droits de l'homme, que vous avez une organisation depuis... plus de 30 ans. Non, presque 40 ans. 40 ans. Ça veut dire que moi, j'ai fait ce travail pendant toutes ces années. Il y a des femmes. Et c'est ça qui, je ne comprends pas. Parce que c'est plus souvent les femmes qui ont écrit des articles dont elles ont permis de dire l'ex-femme de Mick Jagger à la place de cette femme défenseur des droits de l'homme. Pourquoi? Est-ce que je ne mérite pas? Je n'ai pas vraiment fait suffisamment pour être reconnue pour mon propre travail. Oui, d'accord, je porte son nom. Mais moi, si je voulais m'appeler Bianca Pérez-Moa Macías, les médias ne voudraient pas m'appeler par ces noms-là. Donc ce nom vous a ouvert des portes, malgré tout? Ça veut dire, au moment où j'ai divorcé, j'étais, il y a 39 ans, je crois, en 1979. Je n'ai pas pensé à ça, au fait, ou me dire, bon, je vais revenir tout de suite à mon nom. Si j'étais au Nicaragua, je serais Bianca Pérez-Moa Macías. Mais en dehors, c'est un nom que les gens par lesquels ils me connaissent. Mais ça ne veut pas dire pour ça. Moi, je n'ai pas fait un livre sur Mick Jagger. Je ne fais pas des interviews sur lui. Je ne me sers jamais de son nom pour rien. Pourquoi doivent-ils limiter les femmes à être l'ex-femme de quelqu'un avec qui ils ont été mariés il y a 39 ans? On sent votre colère encore sur cette question. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Madame Jagger, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous pour répondre à nos questions, à celles de Sophie Malibaud de RFI, d'Alain Salle du journal Le Monde. Merci à Carla Boy et Anne-Sophie Pierry pour la préparation de cette émission, à notre réalisateur Éric Crézy. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau grand entretien lié à l'actualité. À très vite. Merci.